Bien, j'espère que ça vous a plu. En le regardant pour la 1e fois, j'ai été troublée de voir combien elle parle de la joie et du vivant, enfin bon, et cette truculence qu'elle a. Et puis dans les dernières œuvres, quelque chose de très grave, y compris dans ces visages des 2 femmes qui s'appellent l'annonce, et dont une a une larme qui coule, et ça vous ne le voyez pas parce que c'est un film, mais quand on la voit de près, il y en a une qui porte l'insigne, le logo du sida. Bon, je veux dire que oui, on est parfois submergé, qu'on le veuille ou non, par la gravité de ce monde et par les choses qui arrivent, et elle n'y a pas échappé malgré son goût pour la gaieté, la fête, et l'amitié, l'amour et tout ça. Et que c'est bien aussi d'être submergé parfois. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma voisine pour, je ne sais pas l'éternité, mais en tout cas pour l'immortalité, puisque nous sommes toutes les 2 sur la fontaine. Donc voisine ad vitam aeternam. Orlan, donc, pour sa conférence. Bien. Alors, je voudrais vous dire que je suis vraiment très très heureuse qu'en ce 8 mars, eh bien, on se rencontre de cette manière, et à la fois avec beaucoup de femmes qui sont ici. Il y a très peu d'hommes, donc je félicite les hommes qui ont osé quand même venir. Mais félicitations, on peut les applaudir bien fort. J'espère que ce sont des hommes féministes, des hommes qui ne harcèlent pas, qui ne violent pas, qui ne battent pas, qui ne tuent pas. Je leur fais confiance, j'ose l'espérer. N'est-ce pas? J'avais raison, hein? Bon, d'accord. Bon, je suis vraiment heureuse que Geneviève Baumard, que j'ai tellement appréciée, tellement aimée, et qui m'a donné beaucoup d'énergie, qui m'a donné l'exemple justement du sourire. Vous avez vu comme elle est resplendissante, comme elle brille, comme elle dit qu'elle vole la vie, mais non, elle l'a en elle tellement, et c'est un hymne à la vie, elle-même est un hymne à la vie. Et donc, cette femme était extraordinaire, c'était vraiment une très très belle être humaine. Et je veux dire qu'elle était toujours très convaincante. Même quand j'étais pas convaincu, elle arrivait à me convaincre de ce que j'étais pas convaincu. Et c'est très très bizarre parce qu'elle avait une telle énergie, une telle dynamique, et on était en toute sororité. On fait des œuvres très très différentes, vous allez le voir, mais on se respectait vraiment en toute sororité. Donc aujourd'hui, 8 mars, c'est notre seul atout, la sororité, notre seule arme entre femmes, d'être complices, solidaires et effectivement de s'entraider. Donc là, d'une certaine manière, on s'entraide en étant aujourd'hui ensemble ici. Et je suis vraiment aussi très très heureuse que son œuvre ait été restaurée finalement. Beaucoup ont beaucoup œuvré pour que cette œuvre soit restaurée alors que ce n'était pas vraiment prévu au programme. Donc c'est vraiment un très très grand plaisir. Je dois dire que dans ce 8 mars, j'ai vraiment un rêve, plusieurs rêves, I have a dream, vous connaissez, qu'effectivement les choses avancent pour les femmes et non pas se referment comme par exemple aux États-Unis. Et là, nous sommes dans un pays, la France, qui donne l'exemple à tout le monde. Et j'espère qu'effectivement, cette liberté d'utiliser notre corps sans les odieux dictats de la religion et du patriarcat, eh bien, effectivement,
on pourra avoir des enfants ou ne pas en avoir si on le veut. Et ça, c'est formidable. Donc j'ai un de mes rêves qui tout à coup prend réalité, c'est formidable. Donc maintenant, puisque je suis là et que je suis là aussi pour parler de mon travail, puisque je suis encore bien vivante, donc je peux dire exactement ce que je veux faire, ce que je fais. Alors, non, on laisse ça, mais c'est parti tout seul. Oui. On ne peut pas agrandir l'image est très petite et moi je déteste les cadres. Il y a un cadre, on ne peut pas agrandir l'image? Bon, d'accord. Imaginez-la plus grande, parce que moi je n'aime pas les petites choses, les choses qui nous réduisent, nous les femmes. Bon, cette œuvre que vous avez vue depuis le début, pour moi, est vraiment très très importante. En fait, c'est un manifeste. Et c'est un manifeste à différents niveaux. En fait, le personnage principal, qui devrait être beaucoup plus grand, puisque normalement il est de grandeur humaine, est très important pour moi parce qu'il dit, d'abord, il s'intitule « La liberté en écorché ». Et effectivement, pour moi, c'était très important que ce personnage que j'ai fabriqué, qui en même temps est un autoportrait, mais sans aucune photo de moi, dise des choses très 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 importantes. Parce que toutes mes œuvres, j'essaye que ce soit des manifestes, et j'essaie aussi que ce soit des corps. Alors, ce manifeste à plusieurs niveaux. Pourquoi un écorché? Parce que je pense que la plupart des artistes, pas tous, sont des écorchés. Mais surtout, ce qui me paraissait vraiment très important, c'est que quand on est écorché, eh bien, on n'a plus de peau. Et alors, le racisme ne peut pas s'inscrire, parce qu'on ne voit pas si la peau est jaune, blanche, noire ou rouge. Donc, ça me paraissait très important que ce soit une écorchée et non pas quelqu'un avec sa peau. Aussi, je voulais absolument en tant que femme que ce corps ne soit pas comme les corps qu'on nous présente sur les podiums de mode. Vous savez, ces corps décharnés qui sont presque que des cintres. Et donc, je voulais que ce soit un corps solide, lourd, mature. Un corps de femme forte. Et aussi, ce qui me paraissait important, parce que, je vous le redirai tout à l'heure, le baroque a été une très très grande leçon pour moi, parce que, je peux vous le dire tout de suite, contrairement à toutes les autres... il m'embête ce truc... contrairement à la religion judéo-chrétienne qui nous propose toujours de choisir entre le bien ou le mal, eh bien effectivement dans le baroque, on voit la Sainte Thérèse qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase qui est érotique et extatique. Et donc la plupart de mes œuvres sont fabriquées sur ce « et » qui me paraît extrêmement important. D'autre part, je lui fais prendre au ralenti... ah non, je voulais vous parler de ce « et ». Là, il y a du « et ». Le « et » est que, effectivement, il y a deux temps qui se rejoignent. Et à la fois le temps des planches anatomiques de Vézal et notre temps avec une lecture du corps qui est post-humaine, une lecture du corps qui est avec des prothèses, une lecture du corps de la cyberculture. Donc ça me paraissait très important aussi. Et je lui fais prendre au ralenti la position de la statue de la liberté, parce que, effectivement, à l'heure actuelle, on est en train de perdre beaucoup
de liberté. Et ça, donc ça me paraissait absolument très important. Mais aussi, ce qui est absolument abominable dans notre époque, on vit une sale époque à l'heure actuelle. J'avais espéré plus, hein, je vous assure. Et donc, mieux. Et donc là, c'est dingue. À l'heure actuelle, on est comme au moment où on reculottait la chapelle Sixtine, les corps, les chefs-d'œuvre de Michel-Ange. On reculotte. C'est-à-dire que, par exemple, vous le savez tous, sur Instagram ou sur Facebook, dès qu'une femme montre un sein, on le cache. On ferme le blog. On n'a pas le droit de montrer un sein en tant que femme, alors que les hommes n'ont aucun problème et ne sont pas du tout censurés sur Facebook et sur Instagram. Donc c'est quand même hallucinant. Non, oui, enfin on peut, c'est pas grave, docteur, c'est pas grave. Non, mais je continue quand même mon beau discours et je l'ai perdu du coup. Alors, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me dire ma dernière phrase? Voilà, oui. Donc, je disais qu'on est à nouveau dans une période de censure abominable. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est souvent la religion qui met des tabous de partout, hein, en particulier sur le corps et la sexualité. Et donc on se retrouve dans une époque où vraiment tout devient extrêmement difficile de montrer des corps, mais comme ça vient de la religion, on peut s'étonner parce que la plupart quand même des gens croient, moi pas, mais croient que Dieu a fabriqué les êtres humains à son image. Donc s'il a fabriqué cela, ce sont ses chefs-d'œuvre. Donc si ce sont les chefs-d'œuvre de Dieu, on doit les montrer sans arrêt et montrer la sexualité, parce que c'est pas nous qui avons fait la sexualité, c'est lui. Hein? Bon, on n'y est pour rien dans cette histoire. Donc après, on fait ce qu'il faut pour suivre son conseil, mais bon, je vois pas pourquoi on s'en cacherait. Donc, c'est énervant tout ça. Vous allez voir, je suis très très contre la religion, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient et je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est pas grave, je vais vous dire quand même ce que je pense. Moi, je souhaiterais éradiquer toutes les religions. Parce que les religions sont fabriquées par les hommes, pour maintenir leur pouvoir, le patriarcat et la misogynie. Et en plus, les religions divisent, fabriquent des communautés qui se battent les unes contre les autres et fabriquent les guerres. Donc vous voyez, je ne suis pas d'accord, je ne suis vraiment pas d'accord. Donc voilà, alors là, mon PowerPoint a commencé, tout est de sa faute. Hein, alors, là on est dans une série du tout début, qui effectivement, j'ai toujours considéré le corps comme une sculpture. Et je lui ai fait prendre différentes positions, et donc le corps est une sculpture, et non seulement une sculpture, mais le corps est politique, le privé est politique, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit est politique. Donc si on n'a pas cette conscience-là, c'est extrêmement dommageable. Ici, nous avons un striptease à l'aide des draps du trousseau. J'ai beaucoup utilisé les draps de trousseau, et à la fois pour peindre, et à la fois aussi pour m'habiller, me déshabiller. Et vous avez vu que dans cette image, il y a effectivement un moment où je cite l'histoire de l'art, où je cite la naissance de Vénus de Botticelli. J'ai beaucoup travaillé avec cette naissance de Vénus. Là, ça s'appelle monstration unique, monstration phallique. Et c'est vrai que la plupart du temps, on peut voir un sein de femme quand on pouvait les voir, dans les églises et ailleurs, mais la plupart du temps,
recouvert ou presque de la tête de l'enfant qui tète. Ici, nous avons panoplie d'une fille bonne à marier. Alors, dans un endroit où il y a du carrelage, vous avez vu que j'avais des seins avec des œufs durs dessus, et puis un pubis en persil, en plastique. Ici, c'est tête à claque jeu de massacre. Donc, effectivement, on peut, avec des boules de tissu, taper sur les têtes qui tombent en faisant un bruit et qui se redressent en faisant un bruit. Donc, c'était comme à la foire, en fait. Là, on pouvait retourner, construire et déconstruire l'image, et passer du noir au blanc à la couleur, et aussi du nu à l'habillé, à cette seconde peau qui sont nos habits. Donc, je suis un femme et une homme, ça c'est sûr et certain, et j'ai fait cette performance vraiment très souvent, dans beaucoup d'endroits, et j'ai écrit tout mon livre, qui est mon autobiographie Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, qui est en fait effectivement un striptease total, complet, et qui est paru chez Gallimard, et c'est pour moi c'est très important ce livre. Alors bon, je ne vais pas vous parler de toutes les diapos parce que vous voyez ça va trop vite. Ça c'est important. Est-ce que mon corps m'appartient ? Est-ce que il m'appartient ? Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait écrit Orlan, garantie pure, sans colorant ni conservateur. Vous voyez comme je suis écolo et donc j'interroge aussi les musées. Bon. Alors, peut-être que là, est-ce qu'on peut parfois arrêter ? Pas entièrement manuel, mais bon, peut-être que là vous pouvez peut-être revenir en arrière, s'il vous plaît, monsieur. Revenez en arrière. La précédente. Oui, ou même la précédente. Voilà, parfait. On bouge plus. Parfait. Alors, cette œuvre, Le baiser de l'artiste, je peux noter ma vie avant et après, parce que ça a été un énorme scandale. Donc, j'ai fait cette pièce, en fait, vous m'aviez dit que vous ne bougiez plus. Ah ben, débougez-le. Bon, alors, vous voyez, il y avait un piédestal, avec d'un côté, il y avait écrit Saint-Orlan, et on pouvait lui mettre des cierges pour 5 francs. Et là, il y avait écrit Orlan-Corps, et donc je passais derrière ce distributeur automatique pour donner des baisers, des vrais baisers. C'est pas des bisous, pas des trucs enfantins, non, un French kiss. D'ailleurs, ça se passait au Grand Palais. Il fallait quand même que ça se passe avec la langue. Voilà, ça a été... j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais, mais je dois dire, à part un télégramme, ce qui était complètement impossible. Vous savez, oui, c'est écrit où c'est dans le livre, tout est écrit, tout est dit. Et donc, aussi, ce que je veux dire quand même, c'est que ces œuvres-là, de photos de moi grandeur nature, collées sur bois et détourées, jusqu'à preuve du contraire, je suis la première artiste à avoir fait ça. Et j'ai fait beaucoup d'œuvres, donc d'effigies, parce qu'il me paraissait très important que les corps sortent de la photo, sortent de la place, sortent du mur, et tout à coup reprennent un volume et un rapport à l'espace. Donc j'ai fait énormément d'œuvres collées sur bois et détourées. Alors là, il y avait un sein qui clignotait Qui clignotait Bon. Il est coquin, hein, il est coquin. Et donc, et là, il y avait écrit double épaule, ô combien féminin, vous conviendra, service soigné. Et tous les jours, je changeais les étiquettes.
Et en fait, ça illustrait un texte que j'avais écrit avant, qui s'appelait « Face à une société de maires et de marchands ». Et les premières lignes étaient au pied de la croix, deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, deux stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? D'accord. Donc on est d'accord, c'est parfait. Donc j'ai été donc immédiatement renvoyé et il s'en est suivi vraiment une très grande galère dans ma vie, parce que j'avais vraiment plus rien à bouffer, plus rien, je savais pas où dormir, on m'avait pris mon atelier puisque je pouvais plus payer, etc. Mais ensuite, il y a eu que des happy end. L'œuvre a été achetée par une collection d'un FRAC, et cette œuvre a circulé dans le monde entier et continue de circuler, est très demandée, et elle est pratiquement dans toutes les bonnes histoires de l'art. Bon, voilà. Donc, par cette œuvre, on peut dire que il faut jamais faire quelque chose pour être accepté d'emblée. Parfois, ça prend du temps, parce que la première fois, le premier moment, on vous rejette. Alors, restez toujours là. Ne bougez plus, jeune homme. Parce que je vais dire quelque chose qui n'a pas à voir avec ça, mais que j'aurais dû vous dire dès le départ. En fait, je voudrais me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capital, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Alors ça, c'est très amusant, parce que c'est très très difficile à obtenir. Par exemple, Wikipédia dit « Orlan s'écrit en majuscule et ils l'écrivent en minuscule ». C'est automatique. Et souvent, on m'en veut beaucoup d'écrire en majuscule. Beaucoup de gens s'opposent à moi, vraiment, en disant « cette histoire, gna gna gna, tu veux... » Pour moi, c'est absolument à la fois artistique et féministe. C'est comme l'écriture inclusive. Et j'ai écrit ce livre entièrement en écriture inclusive. C'est-à-dire que c'est refuser que le masculin gagne de partout et tout le temps. C'est tout. Et effectivement, j'ai repris tout à l'heure pour le maire ou la mère ou la mairesse, ça me paraît vraiment quand même très très important, parce qu'au départ, les femmes... Alors, il y avait les servantes, il y avait... les paysannes, mais maintenant il y a des préceptes, il y a des généticiennes, il y a etc. Je ne vois pas pourquoi on féminiserait pas les femmes, puisqu'elles sont devenues ce qu'elles sont. Et donc mon idée, c'est que les femmes absolument doivent sortir de l'ombre et écrire en majuscule. Moi, je ne suis pas quelqu'un de discret, vous savez, moi, j'ose pas. Oh là, j'ose pas. Non, j'ose pas. Non, j'ose pas. Non, je parle haut et fort, j'ai des convictions, j'ai des projets de société, j'essaye de les passer. Donc je ne vais pas à nouveau écrire en minuscule. Je veux absolument que ma parole apparaisse. Je veux parler haut et fort et qu'on m'entende. Donc, mon nom fait partie de mon œuvre et de mon projet de société. Ce que je dois vous dire, qui est très important, toujours pour me présenter, et toujours sur le baiser de l'artiste, en fait, je suis une artiste qui n'est pas du tout assujettie à un matériau, à une pratique artistique, à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. J'ai cette prétention de vouloir dire des choses importantes pour mon époque. Et donc, pour ce faire, j'étudie des phénomènes de société, et une fois que je les ai vraiment étudiés, où j'ai recoupé les informations, c'est-à-dire
où j'ai construit une colonne vertébrale qui est un manifeste, je me demande qu'ensuite, qu'est-ce que je vais mettre autour de cette colonne vertébrale, autour de ce manifeste, pour que la matérialité, que la chair, que ce corps devienne quelque chose de cohérent par rapport à ma position et ce phénomène de société. Donc, vous allez voir que j'ai travaillé bien sûr sur un phénomène de société comme la chirurgie esthétique, j'ai travaillé contre le harcèlement du football, j'ai travaillé, là je suis en train de travailler avec l'intelligence artificielle, en fait tout ce qui tout à coup est une vague, est un phénomène de société, j'essaye de l'interroger avec une distance critique toujours, mais j'essaye de l'interroger et aussi de proposer à ce que tout le monde s'interroge sur ce qui est en train de se passer et prenne une position. Donc voilà, alors maintenant que je vous ai dit ça, ça me paraissait très important parce que effectivement c'est peut-être pas immédiat, on voit bien que je fais des tas de choses, hein. Moi j'ai par exemple cultivé mes propres cellules, j'ai cultivé ma flore vaginale, ma flore intestinale et ma flore buccale, mais j'ai fait des sculptures en marbre de Carrare, des sculptures en 3D printing, des sculptures en résine, etc. C'est pas le matériau qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement que je l'utilise pour dire quelque chose qui prend position. Et toute mon œuvre, bien sûr, est basée sur une interrogation du statut du corps dans la société, via toutes les pressions. Donc les pressions culturelles, traditionnelles, les pressions de notre classe, et puis les pressions religieuses et politiques, qui s'impriment dans les chairs, dans les corps des femmes surtout. Chez les hommes aussi, mais surtout chez les femmes. Donc voilà à peu près comment, quelle est la colonne vertébrale de mon travail, voilà. Et comment je travaille. J'avais besoin de poser ça, de préciser ça, parce que avec Geneviève Baumer, qui est plutôt dans l'inspiration, dans l'idée qui vient, et je respecte, hein, c'est son scénario, moi, ce n'est pas le mien, quoi. On est ailleurs, là. On est dans un autre voyage, hein, dans un autre scénario, dans une autre proposition. Donc, on peut continuer quand même, parce que sinon, on n'aura pas vu toutes les... Oui, on continue, on n'a qu'à continuer. Bon, voilà. Donc voilà, je passais derrière ce buste, qui est mon buste, en photo, collé sur bois et détouré. Et après, effectivement, nous nous embrassions avec les personnes qui avaient envie de tenter l'expérience avec moi. Là, il y a eu beaucoup d'autres œuvres, donc celle-ci est intéressante parce que j'étais avec une robe en toile photographique nue. Donc, maintenant, c'est quelque chose de très habituel, puisque Jean-Paul Gaultier a repris cela sur des robes, et qu'on a vu déjà beaucoup de t-shirts avec des seins, soit d'hommes ou de femmes, mais à cette époque, c'était moi qui ai lancé cette mode. Hein. Pourquoi on voit tout le... Pourquoi c'est pas une photo après l'autre? Vous pouvez m'expliquer, jeune homme? Non, mais cette photo, 9 secondes, la prochaine, 9 secondes, etc. Non, mais il ne faut pas qu'il y ait le truc là tout autour. Enfin, excusez-nous, on n'a pas eu de moment de technique. Ah, voilà. Donc on a essayé de m'arrêter, mais pas bête. J'avais mon sac, ça fait rien. J'avais mon sac, j'avais mes papiers, et donc les flics n'ont pas pu me mettre en prison. Alors, au Louvre, là, il faudrait peut-être que vous arrêtiez parce que ça va partir trop vite. Faites-moi une autre. Celle d'avant. Non, d'après.
Bon, allez, oui, on va attaquer là-dessus. Donc, au Louvre, il y a un artiste que j'aimais beaucoup, qui est mort, Jean Dupuis, qui nous avait demandé à certains artistes qu'il avait choisis une performance de 1 minute au Louvre en rapport avec une des œuvres. Et donc, moi, c'est pas l'œuvre que j'ai choisie, mais qu'on m'a un peu imposée, parce que c'était pas possible autrement, je vous raconte pas tout le truc. Mais ce qui était important pour moi, de toute manière, c'était qu'en fait, ce soit des femmes à poil, sans poil. Et donc là, c'est une œuvre de Blanchard, on voit pas bien, mais il n'y a pas de poil. Alors, le Louvre, au dernier moment, nous a dit, on vous autorise à faire ce festival de performance, mais vous n'avez pas le droit de parler haut et fort, vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez pas le droit d'apporter de la musique, vous n'avez pas le droit d'être déshabillé, vous n'avez pas le droit de faire un regroupement de personnes, donc on avait le droit de rien faire. Donc certains et certaines se sont mis en colère, ont voulu arrêter, n'ont pas voulu le faire, et puis certains et certaines ont fait une performance quand même, malgré tout. Alors je vous explique comment ça se passait. Alors moi, je suis arrivé habillé de mon manteau noir, qui était fermé. Donc, vous voyez, très décente, pas de problème. Et beaucoup d'amis se sont assis tout autour de moi, comme ça. Donc, quand j'ai commencé à enlever le manteau, et à enlever le triangle de représentation du pubis des poils que j'avais au préalablement découpé et recollé avec un scotch transparent, donc je l'enlevais. Dessous, il y avait mes vrais poils. Dans ma poche, il y avait une énorme palette en plastique que je sortais, sur laquelle il y avait des sparadraps. C'était comme une palette malade. Et donc, je faisais semblant après d'enlever touffe par touffe mes poils et je les recollais sur la palette malade. Et on croyait que je les arrachais, que ça me faisait mal. Moi, je déteste la douleur. Et donc, non, je les avais coupés d'abord, et puis recollés avec de la colle à postiche, et donc après, je pouvais les enlever sans douleur. Et je les remettais sur la palette. Donc, à la fin, j'avais mon pubis nu, comme sur les toiles, exactement pareil, mais dans une poche, j'avais un grand pinceau avec de la peinture, et donc, je repeignais mon pubis pour qu'il y ait un semblant de poil en représentation. Voilà. Et pendant ce temps-là, les surveillants s'étaient affolés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, le temps qu'ils aillent chercher le chef de la sécurité, le temps qu'ils viennent et qu'ils prennent toutes les personnes qui étaient assises à mes pieds, les uns après les autres, et qu'ils les emmènent, bien sûr, la performance était finie, et il n'y avait pas de problème. Voilà. Bon, on y arrivait quand même, hein, vous voyez. Non, mais parfois, il faut faire les choses à l'arraché. Hein. Alors, on continue. Si vous voulez, oui. Vous pouvez le faire manuel, avec les pieds, avec le nez. Pourvu que ça, on y aille, hein, parce que sinon, on va se retrouver à minuit ensemble. Hein. Alors, tableau vivant. J'ai fait beaucoup de tableaux vivants où je suis allé voir comment les mecs... Non, mais je crois que vous êtes un saboteur. Il m'attaque, il me cherche, il veut que je m'énerve. Bravo, alors là, bravo. Hein. On l'applaudit bien fort, il a eu beaucoup de problèmes. Hein. La suivante. Alors, j'ai beaucoup mesuré avec mon corps, en considérant le corps comme un orlan-corps, et j'ai d'ailleurs déposé quelque chose comme un mètre étalon, qui est mon orlan-corps. Et donc,
avec cet encore, vous pouvez mesurer le monde entier comme vous voulez. Donc là, je me faisais déposer par les engins qui avaient détruit la place. On ne pouvait pas enlever les premières lumières, non? Non. Vous enlevez tout, vous enlevez rien, c'est ça? Vous voyez quand même? Vous voyez? Non. Alors, donc chaque jour, je me faisais déposer à l'étape du jour et je me mettais à mesurer avec mon corps, comme vous allez le voir. Allez-y, allez-y, jeune homme. Continuez, hein. Il y en a plusieurs. Et donc, et puis je traçais un trait à la craie derrière ma tête, je me retournais, je marchais à quatre pattes, puis à nouveau je tirais un trait derrière la tête. Et après on comptait le nombre de rôles encore que j'étais contenu dans l'espace. Alors, là, vous avez vu, on a vu que j'étais arrêté par le bourgmestre et par la police à un moment. Ce qui n'était pas grave, parce que vous pouvez continuer, hein. Ce qui n'était pas grave, parce que effectivement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une association qui essayait de faire un travail pour cette place Saint-Lambert qui avait été entièrement détruite, alors qu'il y avait des maisons extrêmement belles sur cette place, et il n'y avait pas de projet de reconstruction. Ça faisait 3 ans que c'était comme ça. Donc cette association s'était montée pour qu'il y ait un projet de reconstruction, pour qu'il se passe quelque chose. Donc je devais faire 8 jours de performance, j'en ai fait que 3 arrêtés par la police, mais ils ont eu tous les articles de presse qu'il fallait, donc voilà. Ça c'était une performance à façon. Mais ces mesurages, j'ai mesuré beaucoup de musées, le musée du Guggenheim, le musée Andy Warhol, le musée Centre Pompidou, beaucoup de musées avec mon corps, parce que je considère qu'effectivement en tant qu'artiste, eh bien les musées normalement sont faits pour nous. Donc c'était une manière effectivement de s'en emparer. Voilà. J'ai mesuré aussi des rues qui portaient le nom de vedettes de notre passé historique ou culturel. Et en fait, effectivement, il y a pratiquement que des hommes. Et ce qui m'intéressait, c'était par exemple, j'ai mesuré Lamartine, au demeurant que j'aime bien, à Mâcon dans sa ville natale, et il mesurait un certain nombre d'Orlancor, mais à Nice, quand je l'ai mesuré à Nice, eh bien, c'était pas le même nombre d'Orlancor. Donc, c'était une manière de relativiser leur grandeur. Voilà, ça, c'était l'idée. On change. Comment? Oh, oui. Allons-y, oui. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur l'iconographie religieuse pour voir comment on avait mis les femmes dans cette iconographie. Là, j'ai travaillé, il y a ici des draps de mon trousseau, et là, ce sont des tissus très spéciaux qui sont très apprêtés et qui, finalement, ressemblent à du carton, mais font de très 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 beaux drapés. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant très très longtemps, sur le drapé, le baroque. J'ai fait énormément d'œuvres. Alors, si vous voulez tout savoir, il y a mon livre à acheter, bien sûr, mais il y a mon site à visiter, c'est orlan.eu, comme Europe, c'est facile à se rappeler. Là, vous verrez vraiment beaucoup plus de choses qu'actuellement, que ce soir. On continue. Alors là aussi, c'est encore... mais vous pourriez pas me le mettre... Bon, je sens que je peux pas tout lui demander. Bon. Moi qui suis ni technophile ni technophobe, vous êtes en train de rendre technophobe tous les gens qui sont ici. C'est ça le problème. C'est mon seul problème. Vous l'admirez lui? Ah, moi je croyais que c'était moi. Bon, alors là, j'ai travaillé avec les vierges noires et les vierges blanches. J'ai fait aussi des très beaux drapés. Ce qui était important,
c'est que pour moi, vous me la laissez, s'il vous plaît, merci. C'est effectivement ce « et » qui est travaillé dans ce truc du baroque. Vous voyez, je suis sur une télé, sur des images de notre temps, des images actuelles, mais en même temps, je cite l'histoire de l'art, et les drapés et le Bernin, et aussi, vous ne le voyez pas parce qu'il y a la lumière, mais ici, je suis en Assomption sur des matériaux de construction, sur des parpaings, des vrais. Et derrière, ce qui est ici, peut-être le voyez-vous pas très bien, on pourrait mettre la jaune, si c'est possible, si c'est possible. Et en fait, c'est des fausses briques en plastique qui sont peintes en jaune ou en rouge. Donc c'est l'idée du faux et du vrai qui se côtoient, de la croix blanche et de la croix noire qui se côtoient, qui est aussi dans le « et ». Donc ça pour moi c'était vraiment très très important de réunir plusieurs temps et parler en fait du faux semblant, parler de la mascarade, parler du vrai et du faux, du « et ». Voilà, on continue. Continuons, oui. Alors en 90, quand j'ai eu vraiment beaucoup travaillé sur l'iconographie religieuse, j'ai voulu mettre les madones, les vierges blanches et les vierges noires au garage, littéralement au garage. Alors regardons les images. Alors c'est le démon de pneu qui me sert de croix là. Les vêtements, les tissus sont vraiment des tissus très de kermesse, de carnaval, alors que dans la première partie, c'était des choses très élaborées et chic. On continue. Alors, ça, c'est une autre chose. On va aller assez vite, parce qu'il reste combien de diapos? Je crois qu'il en reste énormément. Oui, bon, donc on passe assez vite. Mais 2 mots sur le plan du film. Je suis parti d'une phrase de Godard qui dit qu'un des films de Becker est magistral parce qu'il est construit à l'envers et que c'est en quelque sorte l'envers du cinéma. Et donc moi, j'ai fait le truc tout à l'envers. Non pas le scénario, mais en fait la production du film. J'ai fait comme si le film existait, alors que le film n'existait pas. Et j'ai fait toute la pub. Alors j'ai fait d'abord au départ vous le verrez ensuite, des grandes peintures. Vous savez, ces images peintes, ces grands posters qui étaient peints avant, les affiches étaient peintes de 5 mètres par 3. Et puis aussi des caissons lumineux. Alors là, c'est assez amusant parce que je les ai mis en scène dans les halles, et comme dans les halles à Paris il y a beaucoup de salles de cinéma, en fait tout le monde cherchait les films dans les salles de cinéma alors que les films n'existaient pas. Mais en dehors des affiches, j'ai fait la bande-son du film qui n'existe pas, j'ai fait le trailer du film qui n'existe pas, j'ai fait une énorme performance à la Fondation Cartier où c'était comme si c'était une nouvelle émission de télévision sur le cinéma qui se passait à la Fondation Cartier. Et donc il y avait des vrais réalisateurs de cinéma, il y avait des vrais acteurs, et tous venaient parler des films dont on projetait l'affiche, en faisant croire qu'ils existaient. Et je me rappelle par exemple Jean-Claude Dreyfus a été extraordinaire, il a parlé très très longtemps en disant que c'était incroyable, que ce film lui avait sauvé la vie, que ça avait été un changement dans sa carrière extraordinaire, que par contre il avait eu de très très mauvais rapports avec la réalisatrice, et il racontait tous les problèmes qu'il avait eus pendant tout le tournage, et avec moi et avec aussi les autres acteurs. Et c'était passionnant parce que c'était une improvisation totale et qui faisait vraiment croire que le film existait, qu'on venait de le voir, quoi. Et donc il y avait Sylvie Testu, il y avait plein d'acteurs, de vrais acteurs et aussi des réalisateurs. Et on a fait aussi un truc dingue avec Laurent Aiguille, en fait, au Festival de cinéma de Valencia, on avait mis des affiches de partout
comme si un film existait et était lancé. Et on a dit qu'on lançait le film. C'était avec Bigot Luna, qui est mort maintenant, qui était un ami d'Arabal, qui a fait plein de films intéressants. Et donc, toute la presse est venue. Il y avait peut-être une soixantaine de personnes de la presse internationale. Et donc, on présentait que les images de l'affiche. Et par contre, on n'arrêtait pas de parler. Il avait invité des acteurs qui parlaient de leur rôle, de leur conception du cinéma, etc. Et jusqu'à ce que la salle, en fait, se vide. Parce qu'au départ, ils ont commencé à hurler qu'ils voulaient voir le film, et nous, on n'arrêtait pas de parler du film, mais sans le montrer. Et quand ils sortaient, en fait, ils avaient un papier qui leur disait pourquoi j'avais fait ça, comment, etc. Voilà. Donc voilà le plan du film. On continue, on va ailleurs parce que là, on va pas s'en sortir. Ah ouais, ça c'est les grandes affiches, je les avais vues. Bon, Minitel. Alors, moi, je me suis toujours intéressé à l'époque que je vivais, et effectivement, les Minitel, j'ai beaucoup travaillé avec les Minitel. Tout le monde sait ce qu'est un Minitel, hein, c'est pas la peine que je le rappelle, mais c'était en fait des robinets ouverts chez les gens, mais sans aucun projet au niveau du contenu. Alors moi j'ai voulu y apporter du contenu, et j'ai apporté beaucoup d'art. Je vous passe les détails, ça va prendre trop de temps. Alors, là aussi on va aller assez vite s'il vous plaît monsieur, parce que c'était les débuts je ne sais pas si vous vous rappelez ce passage, ce moment où on travaillait avec les images en temps réel. On pouvait découper l'image en grand, en petit, etc. Et donc ça se passait dans un énorme lieu. Et voilà, j'avais fait ça avec une bande. On continue. On va continuer même. Voilà, là je fais hurler Vénus. Là, on va quand même parler des opérations chirurgicales, hein, n'est-ce pas? Donc, oui, mais attendez, restez là, c'est bien. En fait, la presse a raconté tellement de bêtises sur mes œuvres, sur cette œuvre en particulier, que vraiment, c'est comme si j'avais deux œuvres très différentes. Une inventée par les médias et vraiment mon œuvre. Donc, j'ai étudié ce phénomène de société qui est la chirurgie esthétique. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Je suis contre ce que l'on en fait quand ça fabrique des stéréotypes. Donc, moi j'ai voulu utiliser cette technique de la chirurgie esthétique, mais pour la dérégler. Et donc, je me suis fait poser des implants qu'on met habituellement sur les pommettes de chaque côté du front, ce qui fait deux bosses, pour bien démontrer que je voulais faire une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire de la laideur, de la monstruosité, de l'indésirabilité. Et ça a très bien marché au départ. C'est-à-dire qu'on a dit toutes les conneries qu'on a pu dire sur les impressionnistes. On a dit ils sont fous, on a dit j'étais folle, on a dit que c'était pas de l'art, on a dit que c'était pas de l'art, on a dit que c'était n'importe quoi, que c'était la plus grande supercherie de tous les temps aux impressionnistes, hein, moi aussi. Et donc ça a été très dur, hein, vraiment très dur. Ça a été vraiment très violent. Hein. Et donc on a laissé passer cette vague de violence terrible. On a dit que j'étais d'une laideur redoutable, que j'étais la plus grande masochiste du monde, alors que tout ce que je fais a toujours été fait avec anesthésie. Donc c'est comme chez le dentiste, on vous fait une piqûre, vous faites et puis après vous avez que des sensations bizarres, mais vous souffrez pas. Donc c'était vraiment pour ça. Alors après, je passe, il y a eu beaucoup de temps qui est passé là-dessus, il y a beaucoup de gens qui me disent
Oh Orlan, comme tu es belle. Mais t'as mal regardé. J'ai 2 bosses. On me dit, oh, ça tombe très bien. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, ces 2 bosses sont devenues des organes de séduction. C'est ma décapotable. Oui, je sais sûr. Hein. Donc, je pense que toutes les fois où on résiste, où on déteste quelque chose, où on le considère comme abominable, il faut peut-être essayer de s'interroger. Vous savez très bien que penser, c'est toujours penser contre soi. Sinon, on ne pense pas. On ne fait que dire ce qu'on entend autour de soi, et en fait, on est complètement formaté, hein, et à la fois par les parents qui, eux, pensent comme 50 ans avant ou 100 ans avant, et qui vous essayent de vous, la plupart du temps, de vous donner les mêmes valeurs, les mêmes histoires que ce qu'ils ont dans la tête et que leurs parents leur ont mis dans la tête. Il y a bien sûr la classe sociale qui pense en vous, il y a bien sûr tous les formatages, l'environnement qui pense en vous, la religion qu'on vous a donnée ou qu'on vous en a pas donnée, ça vous fait parler. Et toutes les fois où vous dites j'aime ou j'aime pas, vous croyez que vous vous exprimez au plus tréfonds de ce qu'il y a le plus vrai de vous-même. Eh bien non, détrompez-vous, c'est pas du tout ça. C'est simplement que les autres ont mis leur désir, leur projet, leur voix en vous. Rien d'autre. Donc pour arriver à décoller de ça, pour arriver à s'émanciper, et à la fois des autres et de soi-même, parce que l'émancipation n'est jamais terminée. Au passage, je vous dis un autre film qu'il faut absolument voir, c'est Poesia sin fine de Jodorowsky. Si vous ne l'avez pas vu, je vous en supplie, regardez ce film. C'est pour moi le film, le plus grand film qui soit. C'est un film sur les formatages, sur l'émancipation. C'est d'une beauté, et la qualité plastique est hallucinante. Bon, je continue parce que sinon on va se retrouver à minuit. Oui, donc là vous voyez, c'est quand même assez dégingandé ce que vous avez vu passer, hein. Vous avez vu? Bon. Là, c'est l'opération chirurgicale qui a été retransmise au centre Georges Pompidou par satellite. Et c'est une opération que j'ai faite à New York. Et vous voyez, je lisais toujours des livres, il y avait toujours une femme spécialiste des sourds et malentendants du langage. Là, on voit que je suis entièrement ouverte, mais que je souris et que je parle à ma chirurgienne, donc ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de souffrance, ni de douleur. Je rigole même. Toutes ces opérations aussi ont été faites, bien sûr, pour faire des œuvres. Donc il y a beaucoup d'œuvres qui en découlent. Et ces opérations ont été faites, et les post-opérations, on m'a donné un hôtel qui était le Millennium, et par ma chambre d'hôtel, vous pouvez me mettre ça s'il vous plaît, par ma chambre d'hôtel, je voyais d'un côté ça et d'un côté ça. Les Twin Towers qui, bien sûr, ont disparu maintenant. Et là, il y a toujours beaucoup d'humour dans mon œuvre, et là, c'était une pose ridicule avec des narcisses, les femmes et les fleurs, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est après les opérations chirurgicales. Alors, on va continuer. J'ai fait beaucoup de dessins avec mes doigts et mon sang dans le bloc opératoire, et ça donnait ce type de dessin. On continue. Ça, c'est des gaz pleins de sang sur lesquels j'ai fait un transfert photographique de mon visage. Là, ce sont des reliquaires. Alors ça, c'est très important, on va lire le texte. C'est le texte de Michel Serres, et c'est un texte que je lisais pendant l'opération. Le monstre courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules, pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais il ne dit jamais la chair, qui tout justement désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang,
de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses, qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. Ces reliquaires sont très très épais en anti-effraction, avec un cadre en métal, et il est traduit dans beaucoup de langues. Là pour le moment j'en suis à la 14e langue, et au milieu il y a un extrait, quelques milligrammes de ma chair, qui sont préservés dans du bois ou dans du plexiglas. L'idée était de retourner le principe chrétien du verbe qui se fait chair en chair qui se fait verbe. Voilà, ça c'était l'idée. Ils sont, alors ça se voit pas, mais ils sont très lourds, très épais, ces reliquaires. Alors, omniprésence au Centre Pompidou, donc c'est aussi la pièce majeure et qui vient d'être achetée par le Centre Pompidou sur les opérations chirurgicales. Donc c'est une mise en quarantaine en fait. Vous voyez, chaque jour, je venais mettre la photo du jour qui montrait justement ce qui se passe après une opération chirurgicale, c'est-à-dire ce que fait le corps. Et le corps était vraiment un fin coloriste. Hein. On commence à être bleu, puis rouge, puis jaune, puis verte, enfin bon. Et c'était une comparaison en fait entre l'autoportrait fait par la machine corps et l'autoportrait fait par le computer. Et c'était une mise en relation. Et là, il y avait des petites étiquettes sur lesquelles était gravée dans le métal la date du jour. Et c'était le concept de l'exposition était de 40 jours. Chaque jour, on venait mettre donc les photos du jour, et à la fin, il y avait enfin une photo où j'étais coiffé et maquillé, et c'était donc l'avant et l'après dans ces 40 jours, et entre-temps, donc, l'évolution du corps. Voilà. Alors, là, c'est quand j'ai fait cultiver mes cellules à Perth, en Australie, et j'ai fait une performance parce qu'il y a eu un moment, allez-y, d'extrait de mes cellules. Et donc, comme d'habitude, pendant toutes les opérations chirurgicales, je lis toujours des textes parce que j'ai un rapport vraiment au texte. La plupart du temps, mes œuvres sont issues de lecture et j'écris moi-même beaucoup et je lis beaucoup. Donc, je parle souvent de textes, quoi, voilà, mais qui ne sont pas des romans, ce sont des textes, des essais scientifiques ou des choses comme ça, oui. On continue. Alors là, j'ai cultivé mes cellules. En fait, ici, c'est une vidéo, donc ça ne se voit pas dans les pétris. C'est le résultat de ce qui est là, de ce que vous voyez qui fait la tête, en fait, de l'arlequin. C'est un bioréacteur. Un bioréacteur, dans un laboratoire, ça ressemble vraiment à un réfrigérateur, on pourrait dire. Mais là, j'ai fait construire spécialement et dessiner un bioréacteur transparent pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Et le rouge, le liquide rouge, c'est pas moi qui ai eu l'envie en tant qu'artiste qu'il soit rouge, c'est le liquide normal de nourriture des cellules. Alors qu'il faut maintenir une certaine température, avec tant d'oxygène, etc., etc. On continue, parce que je ne veux pas m'en sortir, non plus. Et j'ai soif, hein, personne n'a prévu un verre d'eau. Bon, là, c'est pas simple. Alors là, je m'en suis pris au harcèlement du football. Vous savez, j'en avais vraiment marre, parce que j'allais dans un bar, il y avait le football. J'allais dans mon hôtel, je regardais les informations, il y avait le football. J'allais dans ma famille, une fois ou 2 fois par an, hein, à Lyon. Et ils m'aiment beaucoup. Mais s'il y avait du football, ils ne me parlaient pas, ils ne me regardaient pas, c'était football. Donc je me suis dit, il y a un virus, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Ces gens-là vont pas bien. Parce que on entendait, vous allez dans un bar, vous entendez parler de football. Plus les gens qui se cassent la gueule parce qu'ils supportent tel... Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc j'ai fait un truc contre le harcèlement du football. Donc vous avez vu avant, les
les ballons qui sont là, je les ai fait imprimer d'un texte du Cantique des Cantiques parmi les plus érotiques. Puis, j'ai fait une projection sur une grande croix qui était faite en châssis et toile, et cette projection, ce qui est intéressant, c'est la bande-son, parce que c'est une bande-son qui est faite avec match et messe, et donc on est dans rumeur et clameur sans arrêt. Donc l'idée, c'était de montrer que le football était devenu une sorte de nouvelle religion. Je bois votre santé, hein. Une très bonne vodka. J'arrête dans combien de temps? Ah non, mais il faut continuer, là, on ne peut pas s'arrêter. Bon, alors on continue, parce que si on pourrait passer. Hein. Plouf, plouf, plouf. On passe, on passe, on passe. On passe. Ah, elle est belle, celle-ci. C'est des robes sans corps, des sculptures de plis. Continuons. Regardez celle-ci, elle est magnifique. Bon, je vous dirai pas tout. Vous avez qu'à lire mon livre, vous saurez tout. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Ah! Bon, on continue. Ça, c'est des scans qui m'ont permis de faire, en fait, un crâne qui n'est plus un crâne générique, mais qui est un crâne avec mon identité. On continue. Alors ça, c'est les self-hybridations précolombiennes. Donc, j'ai fait... on continue, on en fait beaucoup, on y va. J'ai mélangé en fait mon visage, mon nouveau visage avec les bosses, et de la sculpture d'abord précolombienne, et ici de la photo ethnographique africaine. Continuez. Je voudrais parler sur une, continuez, parce que je vais parler sur une autre. Voilà, je vais parler sur celle-ci. Celle-ci est très importante parce qu'effectivement, c'est vraiment un manifeste. On voit combien cette femme est sûre de sa séduction, combien elle est heureuse d'être avec un labret absolument énorme. Mais c'est tout simple. C'est parce que la beauté, c'est juste une question de dictat des idéologies prédominantes du moment en un point géographique et historique. Donc, elle, géographiquement et historiquement, elle est dans une tribu qui, quand on a des très grands labrets entre femmes, c'est comme quand on a des loups-boutins, eh bien, ça fait bander les mecs. Alors, elle est tranquille. Elle a vraiment un labret très très grand et elle est sûre de sa séduction. Vous vous rendez compte, si vous vouliez mettre un labret à l'heure actuelle, vous seriez hors service, hors champ, hein, vous n'auriez plus aucune séduction, on vous prendrait pour un monstre abominable, imbaisable. Donc on continue. Après, j'ai fait des choses avec les Américains indiens, qui bien sûr pour certains ne doivent pas être contents parce que par exemple le bijou en griffe de tigre est absolument interdit pour les femmes. Il n'y a que les hommes qui ont le droit de les porter, et quand ils sont chefs. Et bien sûr, moi, je suis femme là-dedans. Il n'était pas question d'être chef, c'est H-E-2-F-E, bien évidemment. Il n'y en avait pas. C'était que pour les hommes. Donc voilà. Donc c'est toujours avec une distance critique que je fais les choses. On continue, là j'ai fait aussi des choses avec les Mayas. Dernièrement, on m'a demandé de travailler sur une collection d'un grand musée de l'art maya. Donc voilà, on peut les passer. Là aussi, je les ai toutes féminisées, alors qu'effectivement, la statuaire, la plupart du temps, ce sont les notables, les prêtres, les guerriers qui sont... sculptées. C'est les femmes, éventuellement, il y a des paysannes et des femmes avec des enfants. Donc on continue. J'ai fait aussi ces self-hybridations. Alors ça, ceux qui étaient chez Brochier l'ont vu. En fait, là, elles ont toutes de la réalité augmentée. Donc si vous les scannez, il y a un avatar qui sort, qui est différent pour chacune des œuvres. On continue.
On continue, tutu. Voilà, là on voit en fait qu'il y a des gens qui sont en train de scanner et on voit sortir ces avatars qui font donc les acrobaties de l'opéra de Pékin, parce qu'effectivement à l'opéra de Pékin les femmes sont interdites, ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes, et donc moi j'ai voulu intervenir et jouer mon propre rôle. On continue. Oui, on va continuer là, c'est trop compliqué à vous expliquer, ça prend trop de temps. Là, c'est un jeu vidéo, et c'était important pour moi de faire un jeu vidéo parce que moi, un jour, je suis rentré dans une salle où on joue, et j'entendais sans arrêt des jeunes qui disaient « Ah, j'en ai tué 10 ! Ah, moi, regarde, j'en tue encore un autre, je vais en tuer un autre, j'en tue un. Ah, je suis content, j'en ai tué 100, j'ai gagné !» Et je voulais faire un truc où tuer n'était pas jouer et jouer n'était pas tuer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. On continue, oui. On continue. Alors ça c'est toujours dans la série des avatars, mais qui peuvent être aussi en dehors d'un élément comme celui que je vous ai montré. On continue. Alors ça c'est très important, c'est une sculpture en mouvement. Une sculpture avec un générateur de texte et un générateur de mouvement, une sculpture qui essaye de me ressembler et qui parle avec ma voix, et actuellement dans plusieurs langues. Continuez. Si par exemple vous lui posez des questions en anglais, il vous répond en anglais. Si il reconnaît tout à fait la langue et il vous parle dans la même langue. Et vous pouvez lui poser toutes les questions possibles et imaginables. Il est mieux que moi, il est multilingue, il se trompe jamais, il fait jamais ah je sais plus la date, je sais plus où c'était, oui. Bon, non, il sait tout, et il le redit très 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 bien, il est absolument époustouflant. Là, c'est une chose importante, je suis obligé d'en parler. J'ai fait des œuvres à partir des portraits peints par Picasso de Dora Maar, et il l'a toujours peinte en train de pleurer. Alors j'imagine qu'il n'y avait pas des soignants qui la faisaient pleurer vraiment, et qu'il aimait, quand elle pleurait, il aimait la peindre en tout cas. Et donc j'ai fait ces œuvres toujours avec, on pourrait dire, une hybridation, mais faite avec Photoshop. Mais au lieu de faire comme d'habitude, où je fais un truc réaliste, un peu léché, etc., j'ai voulu faire quelque chose, vous avez vu, j'ai mis mes yeux exorbités n'importe comment, mon nez de travers, mes oreilles à l'envers, bien sûr mes bosses, et ma bouche en train de hurler, prête à mordre. Et donc, ça me paraît très important, parce que je ne veux pas faire le procès de Picasso, ni celui de Dora Maar, parce qu'elle aurait pu se tirer quand même. Revenez un peu en arrière 3 secondes. Et en fait, j'ai voulu vraiment dire aux femmes qui sont encore dans l'ombre, qui restent dans l'ombre, arrêtez quoi, arrêtez d'être des objets, soyez des sujets, parlez haut et fort, faites-vous entendre, et s'il faut mordre, mordez, mais arrêtez d'être la femme de, la mère de, etc., ou d'être rien du tout. Plusieurs femmes, souvent, dans des réceptions, à qui je demandais « Qui êtes-vous ?», me disaient « Je suis rien, je suis personne ». Et ça, c'est vraiment insupportable, quoi. Parce que c'est à notre époque, c'était à Paris, dans un milieu avec un capital culturel, un milieu friqué, et une femme de 65 ans m'a dit « Ah, je suis rien, je suis personne ». Et ça, c'est vraiment... j'arrive même pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Mais, en tout cas, la société fabrique des hommes abominables et des femmes qui sont faites vraiment pour se faire avoir par ces mecs abominables. Ça, c'est clair. Comment ? Il y a de la rouspétance ? Ah oui, Attends. D'ailleurs, il y avait une jeune femme qui était styliste, comme elle a dit. Elle a dit, je suis personne, je ne suis rien. Quel est ton nom ? Vous lui avez demandé. Et elle a dit, mon nom, je suis personne.
et je suis styliste. Quel était son métier? Je ne me rappelle plus, enfin bon, bref. Mais elle a dit... Je sais. Comment? Je sais. On avance. Alors, là, attendez, repassez en arrière, parce que c'est ce que j'ai fait avec Cédric Brochier. Il y en a qui ont visité, là, cet après-midi? Oui. Donc ça, c'est... Continuez, parce qu'on va en voir plusieurs. Ça, c'est avec sa technique de fibre optique percée qui laisse apparaître la lumière. Donc ce sont des tapisseries lumineuses. Mais avant d'être des tapisseries lumineuses, ce qui est important, ce sont des animaux en voie de disparition que je mélange à des robots, mais qui sont des robots deuxième génération. Des robots qui sont en objets recyclés. Des robots qui essayent de reconstruire ce qui a été déconstruit par la première vague de technologie. Donc, qui essayent de mettre en place des technologies qui sont absolument et à la fois innovantes, qui n'arrêtent pas effectivement de se penser et de se repenser, et qui sont équitables et qui essaient justement de reconstruire le monde au lieu de le détruire. On continue? On continue? Ah oui. Alors ça, c'est une de mes dernières œuvres, donc ça c'est vraiment important. En fait, ça s'appelle « Je t'autorise à être moi, je m'autorise à être toi ». Et c'est un famage, parce que je ne veux pas dire hommage, à des femmes de l'histoire qui ont vraiment défendu les mêmes causes que celles que je défends, mais bien avant moi, et qui parfois y ont laissé leur vie. Donc, pour moi, ou qui ont été des pionnières, et à qui on a enlevé leur invention, ou qu'on a laissé dans l'ombre, ou qu'on a nié d'une manière ou d'une autre. Là, on a l'exemple de Olympe de Gouges, c'est fait à partir d'une aquarelle qui est au Louvre, et effectivement, elle a fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et elle a laissé sa tête sur l'échafaud, à cause de sa défense féministe. Ça, c'est une qui est dans une géole iranienne actuellement et qui a eu le prix Nobel. Il y en a une autre iranienne dans la ligne ça, c'est Marie Curie. Ça, c'est Rosa Parks, celle qui n'a pas voulu laisser sa place à une femme blanche. Donc, une femme ou un homme, je ne sais plus. Ça, c'est Agnès Varda, que j'ai beaucoup aimé. Ah, voilà, c'est elle. Alors elle, ça c'est absolument abominable. Elle a enlevé son voile, on l'a foutue en prison. En prison, on lui a dit de remettre son voile. Elle a refusé et on lui a dit bon, on va vous tuer. Et elle a dit vous pouvez m'exécuter, il n'y a pas de problème, mais jamais vous empêcherez l'émancipation féminine. Donc voilà. Donc je lui rends hommage. Simone Veil, alors là vraiment, elle a fait fort, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les films sur Simone Veil quand elle défend l'avortement. Ce qu'on lui a fait, ce qui a été dit, c'est absolument abominable. Alors, je n'avais jamais fait de musique, et là, justement, à la vue de la distanciation physique à cause du confinement, j'ai voulu rapprocher les corps, comme je l'avais fait avec le baiser de l'artiste, et donc, j'ai voulu relancer le slow. Parce que c'est incroyable, on ne danse plus le slow. C'est quand même une manière extraordinaire de rencontrer l'autre. Ah ben je m'y emploie. Et donc, j'ai fait un album tout slow. J'ai écrit les textes, parce que bien sûr j'écris beaucoup. Et je l'ai envoyé, j'ai envoyé des slows, des textes, à des musiciens et musiciennes que j'ai choisis. Et je leur ai demandé de me faire une musique très slow, très sensuelle. Et de chanter, bien sûr, et ensuite, moi j'ai introduit ma voix. Donc, dans ce vinyle, que vous pouvez trouver à la FNAC, mais il y a aussi un CD qui existe, vous pouvez aussi écouter sur toutes les plateformes. Là, on l'a lancé à l'Olympia, là. On l'a lancé à l'Olympia au Silencio. Et donc voilà, donc j'ai travaillé là, avec la musique, et très souvent dans mes conférences ou dans mes
expositions, je propose de danser le slow de l'artiste avec moi, voilà. Alors ça c'est très important, on va terminer là-dessus. Ça pour moi c'est le tableau laissé, hein. C'est le tableau le plus abominable qu'on ait jamais fait. Bien sûr il est bien peint, c'est pas un mauvais peintre. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même l'œuvre d'un serial killer sadique. Il lui a coupé à cette femme la tête, les bras et les jambes. Il a fait littéralement ce que l'on fait la plupart du temps aux femmes, hein. Mais, donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si on faisait la même chose à un homme à l'autre pendant de l'humanité, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'on verrait? Bien sûr, j'ai commencé à changer le titre, hein. Au lieu de l'origine du monde, j'ai mis l'origine de la guerre. Et je m'excuse auprès des hommes qui n'ont pas d'instinct grégaire, mais il y en a quand même, hein. Il n'y a qu'à voir la guerre à l'heure actuelle, abominable. Oui, alors c'est dommage qu'on ait autant de lumière, on ne voit pas grand-chose, hein. Alors, ce cadre, c'est le cadre dans lequel est l'origine du monde à Orsay. Et l'œuvre, elle a exactement la même dimension que Orsay. Voilà, ben on va terminer là-dessus, hein, puisqu'on est pressé. Merci. Une dernière phrase, n'oubliez pas, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est de Nietzsche, pas de moi.